Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, je suis Christophe Caron et chaque semaine, nous revenons sur l'actualité politique française ou internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour à tous les deux. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Ce vendredi 14 février, à un mois du scrutin, Benjamin Griveaux a annoncé son retrait de la campagne pour la mairie de Paris, en cause des vidéos et des messages à caractère sexuel publiés sur Internet il y a quelques jours. Ces images étaient passées relativement inaperçues jusqu'à ce qu'un député, ex-La République En Marche, Joachim Son-Forget, les ait relayées sur Twitter ce jeudi 13 février. Après avoir consulté le président Macron, qui lui a conseillé de protéger les siens, Benjamin Griveaux a donc annoncé son retrait. En annonçant ma candidature à la mairie de Paris, je connaissais la dureté de la vie politique. Hier, un nouveau stade a été franchi, un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles, mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Jean-Marie Alain, première question, le candidat n'avait-il pas d'autre choix que de se retirer de la campagne ? Pour protéger les siens, certainement. Et donc c'est bien là qu'est le drame, je pense, parce que c'est un drame démocratique que celui que nous vivons à travers cette affaire, qui est une espèce de dégradation permanente, dont descend les escaliers, marche après marche, pour aller au fond, du très fond ou du bas fond. Et donc si la démocratie c'est cela, je pense qu'il y a vraiment du souci à se faire. Je pense que c'est la grande question qui est posée par cet épisode. C'est évidemment les limites de l'exercice joué par les réseaux sociaux, qui sont une sorte de contre-démocratie, si j'ose dire, et qui dictent leurs lois au mépris des plus élémentaires respects de la vie privée. Et donc c'est une vraie question démocratique qui est posée. Alain ? Oui, j'ai des comparaisons qui me viennent en tête de campagnes électorales aux États-Unis où des candidats ont dû se retirer parce que ils avouaient qu'ils avaient ou l'adversaire disait qu'ils avaient une maîtresse, etc. Ils finissaient par avouer qu'ils avaient une maîtresse. Mais la grande différence, c'est celle dont vient de parler Jean-Marie, c'est le numérique. La grande différence, c'est celle-là. La grande différence, c'est la politique à l'ère numérique. Comment faire ? La grande différence, c'est ça. Elle est là. Et donc, elle est à la fois un instrument, le numérique est à la fois un instrument de la vie politique. Et on voit mal comment les campagnes électorales se dérouleraient autrement maintenant qu'en allant directement parler à l'électeur à travers les réseaux sociaux. Mais en même temps, c'est une plateforme de haine, de n'importe quoi, du plus bas. Et ça participe activement de la dégradation de notre vie politique. On parlera peut-être plus tard de la dégradation rhétorique, de la dégradation verbale de notre vie politique aussi. Alors, ces vidéos ont été publiées par un activiste russe réfugié en France. Il s'appelle Piotr Pavlinsky. Il s'est illustré entre autres en se clouant le scrotum sur la place rouge, en se cousant les lèvres en soutien au Pussy Riot, et plus récemment en mettant le feu à l'entrée de la Banque de France à Paris en 2017. Alors il a revendiqué son geste, il a téléphoné à Libération et je vais vous le citer, il dit « Benjamin Griveaux est quelqu'un qui s'appuie en permanence sur les valeurs familiales, qui dit qu'il veut être le maire des familles et cite toujours en exemple sa femme et ses enfants, mais il fait tout le contraire. Ça ne me dérange pas que les gens aient la sexualité qu'ils veulent, mais ils veulent être honnêtes, mais lui veut être le chef de la ville et il ment aux électeurs. Je vis désormais en France, je suis parisien, c'est important pour moi. » Pour l'instant, dans ce qu'on a vu, dans ce qu'a pu faire Benjamin Griveaux, il n'y a rien d'illégal. On est donc sur une question purement morale et de vie privée. Est-ce que la morale personnelle et la vie privée comptent en politique ? Est-ce que les hommes politiques n'ont plus droit à la vie privée? Mais c'est la question qui est posée. En effet, il y a pas, la morale ne devrait pas intervenir. Il faut distinguer la morale et l'éthique personnelle. Il faut distinguer la morale qu'un certain nombre de personnes veulent faire prévaloir. D'ailleurs, c'est aussi un problème pour la justice. La morale, on a souvent le sentiment, ou parfois le sentiment, que la justice, au lieu de juger en droit, juge également en termes moraux. Parce que l'air du temps, parce que l'esprit public porte à cette moralisation ou sacralisation d'une certaine morale, parce que la morale a évolué avec les époques. L'éthique, c'est autre chose.
l'éthique, on doit demander aux responsables politiques d'être conformes à une certaine éthique, de même qu'on peut leur demander une certaine cohérence dans leur comportement. Mais ça, la cohérence, elle est absolument nécessaire. Quand on prône un certain nombre de valeurs, il vaut mieux se conformer soi-même à ces valeurs. On rappellera effectivement que Benjamin Griveaux a beaucoup mis en avant sa femme et ses enfants dans la campagne pour essayer d'arrondir son image. Absolument. Et donc ça reste une exigence. Maintenant, les caps qui sont franchis aujourd'hui sont en voie d'interdire toute vie privée. Et encore une fois, là, il s'agissait d'une vidéo concernant des adultes consentants. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Pour l'instant, oui. c'est ce que l'on sait. Donc, comment sortir de ce piège? Il y en a pas. Il y a deux sphères parallèles. Il y a la sphère des réseaux sociaux sur lesquels on soupçonne, on alimente, on juge, y compris à base de fake news quand c'est nécessaire. Et puis il y a la sphère classique, publique, de la représentation, et les deux se divergent et sont de plus en plus détachés. Et donc, pour nous, collectivement, pour nous citoyens, c'est un problème majeur parce que la démocratie est de plus en plus pervertie par ce système des réseaux sociaux qui consiste à cibler telle ou telle personnalité en fonction de tel ou tel aspect de sa vie privée. Et je pense que là, on a aussi à réfléchir sur la notion de transparence et la notion de transparence qui va avec une sorte d'air du soupçon généralisé. Le drame dans cette affaire, c'est que probablement une bonne partie de l'opinion va reprocher à la classe politique entre guillemets, de se solidariser avec Benjamin Griveaux ou d'être compatissant vis-à-vis de Benjamin Griveaux. Tous dans le même sac au fond et tous dans le même rejet. C'est ça qui est dangereux dans la période actuelle. On a poussé le consumérisme jusqu'à exiger de nos femmes et de nos hommes politiques des comportements quasi parfaits. Enfin parfaits d'ailleurs, je ne sais pas quelles sont les normes de la perfection requis, mais on est dans ce domaine-là. Écoutez, Churchill était alcoolique, inéligible aujourd'hui. Absolument inéligible. Johnson était alcoolique, jurait et faisait venir ses maîtresses dans son bureau à la Maison-Blanche. C'est l'homme qui fait l'État-providence aux États-Unis et c'est l'homme qui fait voter l'égalité des droits civiques. John Kennedy ne comptait pas les maîtresses qui venaient dans son bureau tous les jours et se faisait photographier en famille idéale qui était censée représenter l'Amérique des années 60, une version extraordinairement optimiste de l'Amérique. Mais John Kennedy, c'est quand même l'homme de Berlin, c'est quand même l'homme de la crise de Cuba, c'est l'homme qui ne perd pas les pédales lorsque le politique ne doit pas perdre les pédales. C'est ça les conditions de la vie politique, c'est les conditions du choix face à une crise. C'est ça, c'est pas tellement les comportements personnels ensuite. Et nous, on a franchi toutes les limites. Et maintenant, je me demande d'ailleurs qui va vouloir accepter de faire de la politique. Mais au bout de ce raisonnement, il y a les États-Unis. Personne ne veut plus accepter de faire de la politique aux États-Unis. Est-ce que les jeunes Français qui ont envie de s'investir dans la vie publique vont avoir envie et le goût de la vie politique, enfin en tout cas des mandats électifs dans ces conditions, dans les conditions que nous venons d'exposer de la vie publique? Alors, vous parlez des États-Unis, Alain. Ceux qui ont regardé la série House of Cards se rappelleront de cette scène où un futur candidat à un mandat est interrogé par ses conseillers en communication sur tous les cadavres qui pourraient traîner dans le placard. On a vu, par exemple, pendant la présidentielle, que Fillon n'avait pas parlé à ses conseillers en communication de l'emploi de sa femme Pénélope, ni des costumes. On a l'impression que Griveaux ne s'est pas préparé à ça. Est-ce qu'il y a un manque de préparation de nos hommes politiques sur tout ce qui peut les toucher? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de scan profond du passé, des choses qui pourraient les déranger, et que tout ça soit préparé avant de se lancer en campagne? C'est juste qu'il faut maintenant un procédé de sélection dans les partis politiques, à l'intérieur des partis politiques, qui naturellement demande aux candidates ou aux candidats quelles sont les zones d'ombre qui nécessairement vont être exposées de leur vie privée ou de leur vie publique ou de leur vie bancaire, financière, familiale, etc. Oui, je le crains, oui, je crois que ce processus doit être là. C'est pas la première fois d'ailleurs que sous le quinquennat de François Hollande ou sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est pas la première fois qu'on ait des nominations qui ont surpris tout le monde parce qu'au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que le candidat avait une casserole. Mais en même temps, les événements ne sont pas nécessairement comparables. Par exemple, l'affaire Cahuzac. C'est un délit objectif, je dirais, c'est un scandale public. Donc là, on voit pas en quoi on reprocherait
aux enquêteurs d'enquêter ou à la transparence de jouer. Fillon, il était aussi dans une forme de manipulation de la légalité, ou en tout cas, disons, au minimum borderline. En revanche, François de Rugy, parce qu'il avait servi à l'Assemblée nationale du homard, la photographie de quelques homards dans une assiette a suffi à le faire partir. Et là, on commence à toucher un premier excès, et ainsi de suite. Donc c'est toute une question d'appréciation et de limite. Mais encore une fois, quand il n'y a ni délit ni affaire illégale, voilà. Et pourtant, on est quand même en l'espèce, on peut être quand même exposé. Donc je pense que les choses, à travers encore une fois les réseaux sociaux, qui se prêtent à multiples manipulations, vont certainement trop loin. Mais l'exemple de House of Cards est tout à fait significatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut en passer par une sorte de scan avant toute candidature, mais ça va quand même beaucoup limiter le champ des candidatures. Qu'est-ce que ça dit pour vous de l'ambiance politique française en ce moment? La violence, un cap qui a été passé. La violence, c'est une des manifestations de la violence ambiante et de l'envie d'en découdre, du ressentiment qui se transforme en haine que l'on a vu dans les rues de Paris et dans les rues de certaines grandes villes au moment des Gilets jaunes, qui étaient rapidement complices, voire actifs des bandes de casseurs qui se répandaient dans les rues. Eh bien, il y a une violence dans le débat aussi et dans la façon de s'affronter, et une violence dans la conversation médiatique aussi, parce que la conversation médiatique joue son rôle dans la dégradation de ce climat, parce que on va chercher la radicalité qui peut s'affronter, et de cet affrontement va naître une meilleure audience, et ainsi de suite. Enfin, on est dans ce paysage-là. Et donc, ça finit par la violence tout court, et c'est une des manifestations supplémentaires, me semble-t-il, de cette violence. En général, la violence verbale n'est pas un exutoire. Elle prépare la violence physique. Elle fait sauter des digues. Et là, nous sommes un jour ou une matinée où des digues ont sauté aussi dans le climat de violence politique, comme vous venez de le dire. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'on est dans un tel climat de violence rhétorique, vous n'avez plus en face de vous des adversaires politiques. Vous avez des ennemis politiques. Moi, je me souviens de grands débats présidentiels entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, en 81, très tendu. Je m'en souviens d'un autre de ces débats, en 1974, à la radio, sur Europe numéro 1, où l'un et l'autre des candidats savaient certains des aspects de la vie privée. Jamais ces questions-là ne venaient sur la table. Ils étaient à couteau tiré, c'était véritablement des adversaires politiques. En plus, François Mitterrand avait une conception, à mon avis, erronée de l'opposition, c'est-à-dire qu'on s'oppose surtout dans ce pays, parce que c'est un pays qui, déjà à l'origine, connote positivement la radicalité. Eh bien, on est dans ce climat de violence verbale, où des gens peuvent venir à la télévision, sont régulièrement invités à la télévision, parce qu'ils vont traiter le président de la République de fasciste, le régime de fascistoïde, les journalistes qui l'interrogent n'ont rien à n'y redire, ces gens-là sont sur le plateau de télévision parce qu'ils ont fait un livre ou ceci ou cela, régulièrement. À longueur de journée, on vous dit que nous vivons dans un régime fasciste. Si nous vivons dans un régime fasciste, l'adversaire politique est un ennemi et tout est permis contre lui, y compris de diffuser sur les réseaux sociaux ce type de ça. Qu'est-ce qu'il y a au bout de cette pente? La délégitimation du suffrage universel, c'est-à-dire la délégitimation de la République. C'est ça qu'il y a au bout de la pente de violence rhétorique ou de violence numérique dans laquelle nous sommes. Vous parlez de la responsabilité des médias, la responsabilité des réseaux sociaux, mais est-ce qu'on peut pas aussi ajouter la responsabilité des hommes politiques eux-mêmes qui ont choisi depuis quelques années de mettre leur vie intime et privée en avant? Est-ce qu'ils n'ont pas quelque part ouvert aussi une sorte de boîte de Pandore en publicisant leur vie privée? Sans doute, mais cela dit, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Alain faisait référence tout à l'heure à la façon dont John Kennedy et Jackie Kennedy mettaient en scène leur vie ensemble. Alors en France, c'est assez récent. Alors qu'ils étaient eux-mêmes totalement séparés et qu'ils vivaient séparés. En France, c'est assez récent, mais il y a en effet une pipolisation de la vie publique qui consistait à mettre en scène des éléments de la vie privée et d'avoir un bon reportage dans Match. Ça a beaucoup servi Emmanuel Macron, les unes successives de Match pour le mettre en scène et ainsi de suite. Ça en a servi d'autres, Nicolas Sarkozy, François Hollande et ainsi de suite.
Et donc, en effet, c'est un petit peu le revers de cette pipolisation dans sa face sombre qui surgit aujourd'hui, comme à d'autres épisodes que l'on a évoqués tout à l'heure, et qui, évidemment, font une sorte d'effet boomerang, ça c'est incontestable. C'est pas simplement un climat de violence verbale ou de violence numérique. On ne compte plus les permanences du parti LRM qui sont attaquées toutes les semaines, régulièrement, cocktails Molotov, mobilier brûlé, le siège de la CFDT attaqué aussi. Mais on est dans un pays qui révère l'émeute, qui connote positivement l'émeute. Et donc, si vous voulez, voilà, au bout de cette logique, il y a une matinée que nous devons bien consacrer à constater une dégradation du débat public, une pente glissante qui, moi, je pense, conduit à la délégitimation du suffrage universel et donc de la démocratie. Alors à l'heure où nous enregistrons ce podcast, on ne sait pas encore qui prendra la succession de Benjamin Griveaux à la tête de la liste La République En Marche à Paris. Marlène Schiappa a dit non, on parle d'Agnès Buzyn, de Pierre-Yves Bournazel. On se demande aussi si le président et LREM ne vont pas se tourner vers Cédric Villani. Est-ce que ça en est fini, là, pour la candidature LREM à la mairie de Paris? En tout cas, l'histoire politique retiendra que la ville de Paris pouvait être et aurait dû normalement être un emblème de l'installation, au fond, du macronisme, entre guillemets, dans la vie publique. Parce que Paris était la terre électorale, par définition, qui était acquise majoritairement à Emmanuel Macron et à son entreprise. Et puis, on a vu s'enclencher un processus où le candidat Griveaux n'était pas convaincant, en tout cas, ne le semblait pas, selon les études d'opinion, et s'est ajouté à cette absence d'élan autour du candidat En Marche, la dissidence de Cédric Villani, qui a fait en sorte que, les voix étant divisées presque par deux ou en 2 tiers, 1 tiers, voilà que la réélection de Anne Hidalgo redevenait crédible. Et donc on se disait, ils sont suffisamment débutants ou maladroits ou inaptes à faire de la politique convenablement qu'ils sont en train de gâcher ce qui aurait dû être, encore une fois, un emblème cachant d'ailleurs, masquant peut-être le fait que le mouvement est très très peu implanté. Donc le bilan pour le moment, c'est un mouvement qui n'a pas réussi à s'implanter, qui n'a pas vraiment de doctrine, qui n'a pas suffisamment de cadres, pas suffisamment de candidats pouvant susciter un rassemblement autour d'eux et donc pour En Marche, c'est un constat de faillite à ce stade. Après, je ne sais pas qui pourra prendre le relais de Benjamin Griveaux, mais c'est dans ce paysage-là qu'il va s'inscrire et qui dépasse très largement le fait que Benjamin Griveaux ait dû se retirer. Je pense que cette analyse-là pouvait être faite avant qu'il se retire. Et donc, pour En Marche, c'est évidemment une question essentielle que de réfléchir à cela parce que au bout de la route, qu'est-ce qu'il y a? Au bout de la route, il y a l'idée que soit Emmanuel Macron s'installe et réussit à installer un mouvement, ce qui n'est pas le cas, un tissu local qui fasse que il y a une représentation qui s'installe et qui anime la vie démocratique et la vie publique, soit ça restera, et c'est parti pour, me semble-t-il, une aventure personnelle. Et donc, c'est l'enjeu de tout cela, c'est ça. Est-ce que le macronisme ne sera finalement qu'une aventure personnelle? Ça se joue en grande partie à Paris. Alain, avant de vous donner la parole, je voudrais juste citer ce sondage Odoxa CGI pour le Figaro qui a été réalisé mi-janvier. Il plaçait le candidat officiel de La République En Marche, Benjamin Griveaux, en 3e position avec 16% d'intention de vote, derrière Anne Hidalgo, 23%, et la candidate Les Républicains, Rachida Dati, à 20%. Ce qui est étonnant, c'est de voir que, au fond, Emmanuel Macron disait ni droite ni gauche. Qu'est-ce qui réapparaît à travers cette élection municipale à Paris, sur la scène politique parisienne? C'est finalement la candidate du Parti socialiste, la maire sortante, le Parti socialiste. Donc voilà, on va arriver à un débat gauche-droite. Et puis de l'autre côté, Madame Dati, qui est les Républicains, enfin plutôt la droite du Parti républicain, et il n'y a rien au milieu. Ça n'existe pas. Il y aura un débat, un affrontement entre le PS et LR sur la scène municipale de la capitale française. Alors que entre les deux, il y avait la masse des gens qui ont voté Macron à Paris et qui était assez considérable. Est-ce qu'on peut se relever d'un événement politique comme ça quand on est Benjamin Griveaux dans l'histoire politique française?
On a vu des gens se relever après de tels scandales? Non, il n'y a pas eu d'équivalent, et puis je pense pas qu'on puisse se relever à partir du moment où il considère que la lutte est trop cruelle et qu'elle l'a trop atteint et qu'elle a trop mis en danger les siens. Je pense pas qu'il y reviendra. Je le vois mal revenir sur la scène politique, en tout cas. Encore une fois, le rôle des réseaux sociaux consiste aujourd'hui à faire le tri, à éliminer, à juger, et donc à faire une sélection qui peut être au bout de la route, qui peut être dommageable. Aux États-Unis, Alain, est-ce qu'on a vu des hommes politiques comme ça se relever de scandales sexuels ou autres, ou de vie privée? Je ne crois pas vraiment. J'ai pas d'exemple qui me viennent là comme ça de gens qui soient revenus en politique, à part peut-être Richard Nixon, qui est revenu en politique, qui a gagné l'élection. C'était un autre scandale. C'était un autre scandale, mais qui a fini par interrompre son deuxième mandat. Mais il était revenu en politique, il était le vice-président d'Eisenhower, et ça s'est très mal passé pour lui, il était très impopulaire. Et voilà, puis il est revenu. Alain, pour conclure cette émission, un tweet que vous avez repéré ce matin. Oui, j'ai repéré un tweet d'un homme qui a passé sa vie à essayer de régler des conflits armés. C'est Jean-Marie Guéhenno, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix. Et ensuite, il était le patron de l'International Crisis Group, c'est-à-dire une ONG qui cherche à faire la paix là où il y a la guerre. Et il écrit ce matin sur un tweet: c'est peut-être une déformation professionnelle, mais le fait d'avoir passé près de 20 ans de ma vie à tenter d'arrêter des conflits m'a convaincu de l'extrême fragilité des sociétés humaines. La manière dont la violence du langage et des actes monte en France me fait peur. Merci Jean-Marie Colombani, merci Alain Frachon. On se retrouve la semaine prochaine Christophe. pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Vous venez d'écouter Le Monde devant soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.